Dans 84, Dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et comme chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. Cette fois, on voyage jusque dans l'Italie des années 1930. C'est une fête qui devait célébrer le sport, ce fut une liturgie à la gloire d'un homme et d'une idéologie. En 1934, Benito Mussolini transforme la deuxième Coupe du Monde de l'histoire en un instrument de propagande implacable. Entre arbitres aux ordres, naturalisation de complaisance et menaces de mort, récit d'un tournoi où l'Italie n'avait pas le droit de perdre. Il faut savoir qu'à la base, Mussolini n'aime pas vraiment le football. Il se méfie d'abord de ce sport britannique. Il déteste aussi voir la foule idolâtrer, applaudir et scander le nom d'autres personnes que lui. Mais après le succès de la première édition en Uruguay en 1930, il comprend tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de cette compétition. En 1932, l'Italie obtient l'organisation du tournoi. Pour le Duce, c'est l'occasion rêvée de montrer au monde une Italie moderne, organisée et conquérante. 8 stades sont construits ou rénovés à travers la péninsule, de Trieste à Naples, en passant par le monumental stade Mussolini de Turin et ses 70 000 places. Mais derrière le béton neuf, la machine de propagande tourne à plein régime. 249 journalistes étrangers sont invités, choyés, mais surveillés. Les radios de 13 nations transmettent en direct. L'Italie ne recule devant aucun sacrifice financier pour s'assurer que le spectacle soit total. Mais l'Uruguay, tenante du titre, brille par son absence, officiellement pour rendre la monnaie de leurs pièces aux Européens qui avaient boudé Montevideo 4 ans plus tôt. Sur le terrain, l'homme de Mussolini s'appelle Vittorio Pozzo. Ancien lieutenant-colonel pendant la Grande Guerre, il dirige la Nationale comme un régiment. Discipline de fer, retraite mystique dans les Alpes, entraînement paramilitaire. Pozzo est un technicien de génie. C'est l'inventeur du metodo, le 2-3-2-3. Mais il sait aussi que le talent manque parfois. Pour renforcer son effectif, le régime utilise une ficelle qui fera date, la naturalisation des Urundi. Puisque leurs ancêtres étaient italiens, des stars sud-américaines comme Luis Monti, Raimundo Orsi ou encore Enrique Goita sont enrôlés. Monti est un cas d'école, il a déjà joué et perdu la finale de 1930 avec l'Argentine. En 1934, il porte le maillot bleu de l'Italie. S'ils peuvent mourir pour l'Italie, ils peuvent jouer pour l'Italie, tranche Pozzo face aux critiques. Avant même le début de la compétition, l'équipe doit étrangement passer par un match de qualification. La FIFA tâtonne encore et n'a pas saisi tous les bénéfices médiatico-commerciaux de la participation d'une nation évoluant à domicile. Quoi qu'il en soit, l'Italie doit affronter la Grèce en éliminatoire. Une victoire 4-0 dans un match à sens unique à l'aller, couplée à un forfait douteux au match retour. L'histoire nous apprendra par la suite que la fédération grecque avait accepté l'équivalent de 400 000 $ pour ne pas jouer le deuxième match. L'Italie s'envole pour son propre mondial. Le tournoi commence par une démonstration face aux États-Unis, 7-1. Les organisateurs italiens disposent des demi-finalistes de l'édition précédente grâce à un triplé de Schiavo et un doublé d'Orsi. Mais les choses sérieuses débutent en quart de finale, à Florence. Face à l'Espagne du légendaire gardien Ricardo Zamora, l'Italie bute. Le match est d'une violence inouïe, les Italiens frappent, l'arbitre belge Luis Baert ferme les yeux. Résultat, un nul, un partout, et tellement de blessés, 7 côté espagnol, dont Zamora, le gardien, qui a 2 côtes cassées. Si le règlement de l'époque prévoit bien du temps supplémentaire sous forme de prolongation, les tirs au but n'existent pas encore, si bien que le match doit être rejoué, et le lendemain, l'Italie s'impose par la plus petite des marges 1-0 grâce à une réalisation précoce du capitaine Meazza. L'arbitre suisse René Mercier annule 2 buts espagnols parfaitement valables. Face au scandale évident, Mercier sera radié par sa propre fédération à son retour au pays. En demi-finale, c'est la Wunderteam autrichienne de Matthias Sindelar qui se présente. L'Autriche pratique à l'époque le plus beau football du monde. Sindelar est d'ailleurs surnommé à juste titre le Mozart du ballon rond. Monti va s'occuper de son cas. Sur un terrain détrempé, à la limite du praticable, et avec une agressivité constante, les Italiens vont s'imposer 1-0. Un but de Gaïta entaché d'un hors-jeu. Et avec un penalty oublié après une faute grossière de Monti sur Sindelar, l'arbitre suédois Ivan Eklund est encore au centre des soupçons. La veille du match, il aurait été invité personnellement par Mussolini pour dîner en privé. Joseph Bichan a témoigné en 1998 pour expliquer le niveau de partialité du directeur de jeu. Sur une action, je me souviens que j'ai adressé un long ballon sur l'aile à Zizek. Il courait pour l'attraper, l'arbitre l'a alors renvoyé de la tête et rendu aux Italiens. Mussolini a aimé la prestation d'Eklund, qui remplira pour la finale du jamais vu avant, et pour comprendre le degré d'influence et d'implication du Duce, il convient de réécouter les mots de Jules Rimet. Durant cette Coupe du Monde, le vrai président de la Fédération internationale de football, c'était Mussolini. Et c'est la Tchécoslovaquie qui se dresse sur la route des Italiens en finale, le 10 juin 1934.
Dans les tribunes du Stadio Nazionale, du parti fasciste, 50 000 poitrines se gonflent, non pas seulement d'espoir sportif, mais d'une injonction politique. Dans les tribunes d'honneur, la mâchoire carrée et le regard noir, Benito Mussolini observe. Il n'est pas venu voir du football, il est venu voir la preuve de la supériorité de l'homme nouveau fasciste. À ses côtés, Jules Rimet, le président de la FIFA, semble bien petit face à l'imposant déploiement des chemises noires. Le message envoyé aux joueurs italiens, les Azzurri, est clair depuis des semaines, « Vincere o morire », gagner ou mourir. Les Tchèques sont techniques, calmes, portés par leur gardien Planica et leur buteur Najedli. Pendant 70 minutes, l'Italie piétine. La tension est insoutenable. À la 71e, le silence tombe sur le stade. Antonin Puig trompe Combi d'une frappe sèche. L'Italie est menée 1-0. Il reste 9 minutes quand Raimundo Orsi, l'Italo-Argentin, réussit un exploit individuel pour égaliser. L'Italie respire, mais elle est épuisée. Le match file en prolongation. Meazza, la star de l'Inter, est blessé, mais reste sur le terrain car les remplacements ne sont pas encore autorisés. C'est lui qui, à la 95e, en prolongation, trouve la force de servir Schiavo. Le tir trompe Planica, 2-1. Au coup de sifflet final, les joueurs italiens font le salut fasciste. Mussolini exulte, il a sa Coupe du Monde, il a sa preuve. La Coupe du Monde 1934 ne fut pas seulement une compétition de ballon rond, elle fut le premier grand sportswashing de l'histoire, 2 ans avant les Jeux hitlériens de Berlin de 1936. Aujourd'hui, sur les tablettes de la FIFA, l'Italie est bien créditée de sa première étoile. Mais pour l'histoire du football, 1934 reste une plaie ouverte. Et dans les archives de la mémoire, les buts d'Orsi et Schiavo restent à jamais enveloppés dans les plis sombres des chemises noires.